E aí, tudo bem? Tá no ar um novo episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube que ama os quadrinhos europeus, principalmente os franco-belgas. E não estranhe se dessa vez o assunto tiver relação com o Japão. Hoje a gente fala sobre a volta de Grandizer à França, onde o personagem, criado por Go Nagai, é conhecido como Goldorak. A série animada do Robô Nave, com 74 episódios, passou no Japão entre 1975 e 1977, chegando à televisão francesa em 1978, se tornando um grande sucesso. Goldorak chegou a ter várias publicações em quadrinhos editadas na França, como esta das edições Teleguide. 43 anos depois da sua primeira aparição na TV, algumas das crianças que assistiam a Goldorak na época se tornaram autores de quadrinhos e se juntaram para prestar uma bela homenagem a seu herói de infância, publicada pelas edições Kana em 2021. Xavier D'Horizon e Denise Bajram se ocuparam do roteiro, enquanto o desenho ficou a cargo de Denise Bajram, Brice Cossu, desenhista de Franck, e de Alexis Santenac. O processo de colorização foi feito por Yoan Guillot. Nesta aventura, que pode ser acompanhada mesmo por quem nunca teve contato prévio com Goldorak, já faz um tempo que acabou a guerra entre as forças de Vega e Goldorak. O conflito parece, entretanto, estar prestes a voltar quando o mais poderoso de todos os monstros, Golgoth, o Hydreigon, chega para arrasar a Terra, enquanto os últimos representantes de Vega dão apenas 7 dias para que os habitantes do Japão abandonem seu país para ser controlado pelos invasores extraterrestres. O gigantesco e mais possante robô de combate Goldorak é a única esperança do Japão. Donc, et nous avons l'honneur de discuter maintenant avec le coloriste de cette aventure, Yoan Guillot, qui est aussi le coloriste de Franck et qui a ouvert un espace dans son agenda très chargé, j'imagine, par l'actualité, pour venir nous parler avec nous sur Eurocomics. Ravi de vous avoir ici, Yoan. Merci pour votre attention et félicitations pour ce magnifique travail. Merci à vous de m'accueillir et puis merci pour les compliments. Oui, j'ai pu placer ça. C'est vrai que là en ce moment j'ai pas mal de travail parce qu'en fait Goldorak a un peu poussé mes plannings et puis c'est vrai que là c'est pas facile en ce moment. Mais oui, je suis ravi de votre invitation. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous nous dire quelle a été votre relation avec le personnage Goldorak depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui? Alors, Goldorak, c'est déjà en France, c'est le premier personnage qui vient de la culture manga, en fait, de la culture anime japonaise. Et pour tous les gens qui, comme moi, après, une bonne partie de ma culture est liée aux animes japonais et à l'imagerie du manga et de l'anime japonais. C'est une espèce de figure emblématique, en fait, déjà de base. Et ensuite, quand j'étais petit, Goldorak, c'était une série où on ne prenait pas les enfants pour des idiots. Enfin, il y a des côtés un peu manichéens, mais on leur raconte des choses qui sont parfois tragiques, qui sont parfois... Il y a des émotions, il y a des choix compliqués des personnages, il y a des combats qui sont pas gagnés d'avance. Enfin, et déjà, donc du coup, ça m'a marqué pour ce que ça racontait. Et en plus, j'aimais bien aussi d'avoir à chaque fois un nouveau Golgoth. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup et je dessinais des Golgoth parce que j'adorais les méchants et les choses monstrueuses. Et à chaque fois, avoir un nouveau Golgoth qui était avec 2 têtes ou des ailes ou quelque chose comme ça, je trouvais ça fascinant. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit. Après, j'ai eu d'autres inspirations et d'autres choses qui m'ont intéressé. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la perspective de pouvoir bosser sur Goldorak, c'était assez énorme comme proposition. Donc, Yoan, comment était-ce de travailler en même temps avec autant de dessinateurs et de scénaristes divers de la bande dessinée? Alors, comment c'était?
C'était à la fois simple et pas simple. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé comme dans un studio. Il y avait plusieurs dessinateurs. On pourrait imaginer que c'était comme pour un studio, par exemple, d'animation. Il y en a un qui fait les personnages, un qui fait les décors, etc. Là, ce n'était pas le cas du tout, en fait. Ils ont tous fait un peu de tout et quasiment toutes les étapes de l'album, on a eu notre mot à dire et on a travaillé les pages. Tant que tout le monde n'était pas satisfait, on continuait à travailler les pages. Il n'y avait pas d'étape, bon, moi j'ai fini mon étape et puis on passe au suivant, etc. À part qu'effectivement, il y a une étape un petit peu différenciée entre la couleur et le dessin. Mais pour dire, par exemple, on a fait quelque chose qui n'arrive jamais en bande dessinée, c'est que, par exemple, une fois que j'ai récupéré les pages et que j'ai fait certaines mises en couleur, où avec Denis, on s'est dit, ah bah tiens, là, la mise en couleur apporte ça, et le dessin, l'ancrage, gêne ce que la mise en couleur va apporter. Donc bon, bah, on va retoucher un petit peu l'ancrage pour que ce soit le tout, l'arrivée, la synergie entre le dessin et la couleur soit encore meilleure. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que ça a été à la fois facile et pas facile, c'est que ça a été très facile de bosser avec des gens avec qui on pouvait discuter et échanger et on était tous sur la même longueur d'onde sur la manière de mener le projet. Mais en même temps, le niveau d'exigence faisait qu'on aurait très bien pu s'engueuler et que ça se passe très mal. Donc bon, on a eu de la chance. Et comment avez-vous abordé la question de la lumière dans cet album? La lumière, ça c'est une intéressante question. La lumière. Déjà, la série originale est assez peu lumineuse. J'entends par là qu'elle est souvent assez plombée au niveau des couleurs. C'est riche, hein, mais en fait, des moments lumineux dans la série, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent assez lourd et ça passe assez bien parce qu'on est sur de l'animation. Mais si on devait faire une BD qui fonctionne avec les mêmes règles que les couleurs de l'animation ou la lumière, les ambiances, ça pourrait être un peu lourd en fait. Il fallait que ce soit plus vivant, plus actuel, plus cinématographique dans un sens. Et du coup, il a fallu faire vraiment un travail, amener beaucoup plus de lumière et puis quelque chose de plus grand spectacle en fait, qu'on est obligé d'apporter sur quelque chose qui est figé pour pouvoir concurrencer le mouvant. Mais par exemple, Xavier Dorizon disait que j'étais un peu le chef-up de l'album. C'est plutôt une bonne métaphore, comparaison. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas trop comment dire ça. Disons qu'en fait, avec quelque chose de grand spectacle, des pouvoirs, des lumières, enfin des rayons laser et des choses comme ça, on a des sources de lumière nombreuses et puis ça permet vraiment d'animer correctement l'album, quoi. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais vous avez déjà répondu très bien à la question. Et Johan, et comment s'est passé les contacts avec Go Nagai au Japon? A-t-il supervisé de près votre projet d'édition, y compris la mise en couleur? Alors, en fait, oui. On n'a pas eu de retour de Go Nagai lui-même pour l'instant. Mais par contre, quand mes collègues ont envoyé le dossier de présentation du projet, ils ont eu un retour extrêmement rapide, 2 semaines. Ce qui, a priori, avec des Japonais, est très, 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 très court. Donc, en fait, on nous a expliqué et on a compris qu'en fait, ça manifestait clairement un enthousiasme. Et ensuite, ils ont voulu voir tous les aspects de progression du livre. C'est-à-dire qu'il y a eu le storyboard, le dessin, les ancrages, la couleur. Là, même encore actuellement, toute expo ou tout ce qu'on désire faire va être validé au Japon. Donc, ils ont tout regardé. Et ce qui est amusant, c'est qu'on n'a eu aucune correction. Aucune. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'ils les ont bien regardés? Parce qu'à un moment, dans le storyboard, les dessinateurs avaient laissé... il y a une petite photo avec tous les personnages. Et ils ont fait une copie d'écran de la série pour pouvoir le mettre, mais c'était juste sur le storyboard, ça n'allait pas rester après dans l'album. Et c'était juste pour indiquer que là, boum, il y avait une photo. C'est la seule et unique correction qu'on a eue. Ils ont dit, ah non, ça, c'est pas possible pour les questions de droit et tout ça. Oui, mais non, on compte pas le mettre. Mais bon, donc du coup, on sait qu'ils ont regardé ça au peigne fin. Et vu qu'on n'a eu aucune correction, on suppose qu'ils sont très contents. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été très expansifs sur ça. On espère voir Go Nagai un de ces jours et qu'il nous dise lui-même ce qu'il en aura pensé. Merci. Êtes-vous un coloriste qui a commencé à travailler avec de l'encre et des pinceaux et qui a fait la transition vers la colorisation numérique, ou avez-vous commencé directement avec les numériques?
quand j'ai commencé à faire de la couleur en bande dessinée, j'ai commencé directement au numérique. Mais avant, j'étais dessinateur et avant, j'avais fait de la peinture à l'huile, j'avais fait de l'aquarelle et j'avais fait des choses comme ça. Mais du point de vue professionnel, quand j'ai commencé, c'était directement au numérique. Et je n'ai jamais fait d'album en traditionnel, c'est-à-dire gouache ou aquarelle. Voilà. Merci. Et pour finir, quelle est la différence entre la mise en couleur de Franck et de Goldorak? C'est très différent. Franck, en fait, quand je suis arrivé dessus, j'ai eu carte blanche. On m'a dit, tu fais ce que tu veux. Alors, j'ai discuté un peu avec Brice et il m'avait dit, bon, bah, on a juste une idée comme ça des couleurs du personnage. Donc, bon, il est blond, il est habillé un peu en rouge et en jeans bleu, voilà. Mais c'est tout. C'est-à-dire que derrière, je faisais ce que je voulais et j'ai fait ce que je voulais. Sur Goldorak, c'est pas aussi simple. La seule problématique que j'avais sur Franck, c'était de faire une BD jeunesse. Et bon, j'en avais déjà fait d'autres. Et bon, je voyais comment aborder les choses. Sur Goldorak, c'est très différent. Déjà, on a des personnages qui ont des couleurs qui sont fixées. C'est un petit peu comme si on me demandait de faire les schtroumpfs. Je ne ferais pas des schtroumpfs rouges. Donc déjà, il y a des couleurs fixées. On a des couleurs d'une série originelle qu'il faut, il faut garder certains de ces aspects pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc, on n'est pas du tout pareil. En fait, le cahier de décharge n'est pas le même, on va dire. Goldorak, j'ai pu faire pas mal de choses que je voulais, comme je le voulais, mais parfois, il a fallu qu'on prenne du temps pour avoir le recul, pour bien voir si ça correspondait à ce qu'on voulait comme projet. Et Denis m'a beaucoup aidé pour des fois soit calmer certaines de mes ardeurs, soit... Enfin bon, bref, on a travaillé un peu en équipe aussi sur ça. Donc, regardez, oui, voici l'album. L'album est là, envoyé par Mediaton. Oui, félicitations. C'est un superbe album. Et j'ai ici cette ancienne BD. Vous vous rappelez de cela? Non, pas du tout. C'est une BD, moi je pense que sur le dessin... Je vois la couverture et je me rappelle comme ça, mais pas plus. Oui, c'est une ancienne BD parue chez Téléguide. Oui, moi je pense que le dessin a été fait en France, pas au Japon. Peut-être. Eh oui. Bah, si vous le dites, je vous crois. C'est une petite curiosité. Donc, merci beaucoup, Johan, d'avoir bien voulu consacrer un peu de votre précieux temps à Eurocomics. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre carrière et nous espérons que nous pourrons nous parler une autre fois encore dans un futur proche. Sayonara, au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.